Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Je suis ravi de revenir. Alors je suis déjà venu, Julia, dans cette salle de réunion. Oui. J'avais croisé Marc, donc je suis chez Euroland Corporate. Salut Julia. Bonjour. Je suis donc accompagné de Julia Bridger, qui est partenaire associée chez Euroland. Et on va aborder un sujet qui me fait me poser plein de questions. Et je pense que, évidemment, ça m'a paru très... ça allait complètement de soi de venir ici, puisque je crois que vous êtes un des spécialistes là-dedans. On va parler de... Alors, moi, là, je me suis dit, je suis vieux, parce qu'en plus, je sais que ça fait longtemps que ça a changé de nom, etc. J'ai eu beaucoup de mal aussi. Oui, Euronext, Alternext, voilà. Pour moi, c'était le second marché. Je trouve que le second marché, ça portait bien son nom. Là, c'est vraiment vieux. Oui, je sais. C'était vache. Mais oui, c'était 2005, je crois, quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'était le... tu vois, le Alternext, c'est autre, c'est marrant, parce que beaucoup disaient que c'était le nouveau marché. Ouais. Que le nouveau marché s'était transformé en Alternext. Ouais. Mais finalement, c'est la combinaison de tous ces marchés. Ouais, ouais. Et en gros, on va parler de toutes ces boîtes dans lesquelles on peut investir facilement. Enfin, quand je dis facilement, c'est juste qui sont cotées, mais qu'on connaît pas forcément. Alors, il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, en tout cas, c'est pas le CAC 40 et c'est pas. Alors, on dit donc aujourd'hui Euronext, c'est ça? Euronext Growth. Euronext Growth. Pour la croissance. D'accord. Ouais, donc c'est anglophone parce que ça ne concerne pas que les boîtes françaises, c'est ça? Ça concerne Euronext a développé ce marché sur plusieurs pays en fonction de là où ils sont installés, mais sur 250 sociétés, je crois qu'il y en a plus de 200 qui sont cotées à Paris, donc ça reste un marché très parisien quand même. Et un marché de PME ETI, donc growth pour croissance. Ok, donc on va essayer de définir un peu tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, ok, comment je rentre là-dedans, parce que de loin comme ça, en fait, je me dis, alors quand je vois, ça se fait un peu moins dans mon univers de start-up. L'objectif pendant longtemps était l'IPO, comme on dit. J'ai l'impression que de plus en plus en Europe, l'objectif c'est la vente purement et simplement. Peut-être que ça revient un peu, mais j'ai pas vraiment l'impression. Juste pour comprendre donc Euronext. Oui. Il y a plusieurs acteurs en fait dans les bourses, c'est ça? C'est des non, acteurs privés? Euronext gère, oui, il y a plusieurs acteurs, mais Euronext gère les bourses, une bourse notamment pan-européenne. Donc on a le marché français, et sur le marché français, ils ont fait plusieurs catégories. Il y a des marchés dits réglementés, et c'est là où tu vas retrouver toutes les sociétés du CAC 40, mais aussi où tu vas retrouver des sociétés qui font 10, 15, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc aussi des PME, parce que c'est des boîtes qui étaient cotées précédemment sur le second et le nouveau marché, et donc ont été directement transmises sur ce marché dit réglementé. Et ensuite, ils ont fait des compartiments pour la taille des capitalisations boursières. Donc, tu vas avoir Euronext A, Euronext B, Euronext C. Et donc, Euronext C, c'est les petites sociétés, c'est de 0 à 150 millions d'euros de capi. Ensuite, Euronext B, c'est de 150 à 1 milliard. Et ensuite, Euronext A, c'est plus d'1 milliard. Donc, toutes celles du CAC 40 sont évidemment dans Euronext A. Et parallèlement à ce marché qui est dit réglementé, donc ça veut dire qu'une société qui fait plus d'1 milliard a la même réglementation boursière qu'une société qui en fait 10 dans ce marché-là, ce qui est un peu compliqué quand même pour ces petites sociétés. Donc, parallèlement, ils ont fait le marché Alternext qu'ils ont renommé en 2017. C'était plus pour relancer un élan sur les marchés financiers. Ils ont renommé Euronext Growth. Et ce marché a été créé pour encourager les PME ETI à se coter en bourse, justement. Et donc, on a vu, dès 2005, beaucoup de sociétés, PME ETI, venir se coter, soit parce qu'il y avait des fonds qui voulaient sortir, qui avaient investi en pré-IPO ou en non-coté et qui avaient besoin de trouver leur liquidité, donc ils la trouvaient sur le marché, soit parce que simplement, il y avait des dirigeants, actionnaires qui voulaient lever de l'argent, se développer, céder un peu de titres et donc sont venus se coter. IPO, je précise juste parce que je l'ai utilisé,
préciser, Ouais. c'est donc le terme anglais pour parler d'introduction en bourse. C'est ça, Ouais. tout à fait. Et c'est vrai que les critères de base définis sur ce marché Alternext, maintenant Euronext Growth, c'était de se dire qu'Euronext définissait des critères non écrits, mais auxquels il tenait. C'était un chiffre d'affaires minimum de 5 millions d'euros, rentable. Or, avec des exceptions, si jamais on était sur des secteurs spécifiques comme la santé, la biotech, où on sait qu'il n'y a pas une rentabilité immédiate. Bon, ce critère, on l'a vu depuis 2014, il y a plein de boîtes techno qui se sont introduites, il est moins respecté et ça a permis à beaucoup de sociétés de s'introduire. Mais en tout cas, le critère de taille était de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça a ouvert quand même la voie à plein de sociétés qui ont pu s'introduire dès 2005. On a eu beaucoup de success stories et qui continuent leur vie sur Euronext Growth. Et ensuite, Euronext, pour compléter, a permis finalement aux petites sociétés qui étaient sur le marché réglementé Euronext C de venir sur Euronext Growth pour être sur un marché moins contraignant en termes de réglementation. Et parallèlement, celles qui sont sur Euronext Growth, mais qui à un moment, on en a quelques-unes qui dépassent le milliard de capitalisation et donc ont un peu plus leur place sur le marché réglementé, et ben elles peuvent aussi se transférer. Donc tu prendrais un Doctolib par exemple qui est plutôt valorisé à plus d'1 milliard, enfin qui est hors marché, qui n'est pas coté. Si demain ils se cotaient, ils iraient probablement direct dans Euronext A, en fait. Ouais, c'est ça certainement. En tout cas, sur le marché réglementé Euronext, et effectivement, en fonction de la valo qui sera retenue à l'introduction, ils seront dans le compartiment A, B, C. Mais c'est vrai que nous, notre métier, c'est de conseiller les dirigeants à lever des fonds, et soit par la bourse, soit en nos côtés. Et avec une spécialité vraiment bourse. On les encourage plutôt à les accompagner sur la partie boursière. Et c'est vrai que quand on recommande un marché, on leur dit, si vous allez effectivement à plus de 300, 500 millions d'euros de capi, allez plutôt sur un marché réglementé parce qu'il y a un peu plus d'investisseurs, notamment des investisseurs américains, des investisseurs étrangers, pour lesquels c'est plus facile d'aller investir sur des marchés dits réglementés. Maintenant, en dessous, ça n'a aucun sens. Et donc, on vend beaucoup plus Euronext Growth. Du coup, du côté des acheteurs, l'avantage dans tout ça, c'est que tu rentres et tu sors comme tu veux, c'est-à-dire que il y a de la liquidité à partir du moment où il y a des acheteurs, mais il n'y a pas des toutes petites boîtes dans lesquelles justement il y a très peu de trading, enfin il y a pas de liquidité. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup évidemment, mais finalement. C'est mauvais signe généralement, non? Non, c'est aussi logique. C'est-à-dire que la liquidité, elle peut se mesurer selon plusieurs critères. Déjà, lorsqu'on va s'introduire, il faut voir quelle est la part qui est mise dans le public. Si le dirigeant continue à conserver 90% de la société, il n'y a que 10% qui sont sur le marché. Bah, ta liquidité, elle va être de fait plus faible qu'une société qui met 50% du capital. Donc, tu as déjà la taille, le pourcentage de flottant, on appelle ça le flottant, qui est mis sur le marché. Ensuite, tu as la taille de la société. Pour une petite capi, évidemment, si tu as une capi de 15 millions, de 20 millions, et que tu n'as que 10% de flottant, et ben, ce 10% de flottant va être beaucoup plus petit que le 10% d'une boîte qui fait 300 millions d'euros de capi. Donc ça joue aussi. Et la liquidité, c'est aussi qui détient justement. Je traduis capi, capitalisation boursière, c'est la valeur totale de la boîte. Tout à fait. Donc, Et pareil, il faut savoir qui y a dans ce flottant. Si tu n'as que des institutionnels qui sont là sur le moyen long terme, qui veulent garder leur position, tu auras moins d'échanges que si tu as un mix entre des investisseurs court terme, du retail, on appelle le retail, c'est des actionnaires individuels. Voilà, donc c'est la combinaison de plusieurs éléments qui jouent sur la liquidité. Et justement, généralement, alors oui, si je prends Euronext Growth peut-être et le C ou le B qui sont plus pas obscurs mais moins connus, en tout cas c'est pas là où tu vas acheter généralement tes actions parce que c'est des boîtes que tu connais pas, etc. Qui investit là-dedans? Enfin, il y a beaucoup de traders qui font où c'est des gens long terme, il y a beaucoup de particuliers. Enfin, c'est quoi la... Écoute, donc déjà effectivement cette histoire de liquidité, c'est plus une question de taille que de, pour revenir sur le point, que de marché. Ouais, donc que tu sois sur un accès ou growth, ta liquidité sera similaire en fonction des critères dont j'ai définis. Et les investisseurs, c'est assez intéressant parce qu'on a
quand même une grosse catégorie de fonds dits small cap qui se sont créés après la crise de 2008. D'accord. Parce que c'est vrai que tu as la catégorie des investissements dans les petites et moyennes entreprises, donc c'est les small cap, et tu as les autres fonds. Et il y a beaucoup de fonds, donc de sociétés de gestion qui ont créé des fonds small cap, mais qui ont énormément collecté depuis 2008, et donc qui se retrouvent à gérer des milliards d'euros, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Et donc, évidemment, ça a apporté un flux très important de liquidités. Et ça, il y a des sociétés de gestion très connues comme Amiral Gestion, comme Financière Arbevel, Keren Finance, bon, il Qui y en a débarquent une sur quinzaine. ces marchés composés de plein de petites boîtes avec Voilà, des milliards. Leur objectif de leur fonds, c'est d'investir que dans des sociétés, des small mid cap, donc en dessous d'1 milliard d'euros. Et donc eux, c'est déjà un gros acteur, et c'est vraiment l'essentiel des fonds qui interviennent sur cette catégorie de sociétés. Ensuite, on a beaucoup d'actionnaires individuels. Et ça, alors après, ça dépend des périodes de marché, hein, de crise, post-crise ou pas. Mais on l'a vu dans les introductions en bourse, parce que dans les introductions en bourse, on calcule vraiment de manière très précise combien de particuliers sont rentrés, quel est le montant levé auprès des particuliers. Et on a pu voir sur plein d'opérations sur Euronext Growth qu'il y a des dizaines de millions d'euros qui sont parfois levés par les actionnaires individuels. D'accord. Et alors ça s'est fortement accentué avec la crise du corona, parce que je sais pas si tu as vu, ou en tout cas entendu, mais tout le monde a parlé du fait qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont venus sur le marché. Et on pourrait penser... J'en fais partie, ouais. Voilà, voilà, tout le monde, il y a eu, je sais pas, l'AMF avait publié un article comme quoi il y a eu une ouverture de compte phénoménale des particuliers ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'elles sont venues plus spécifiquement sur les boîtes du CAC ou sur le CAC. Mais en tout cas, nous, on le voit chez nos clients qui sont cotés sur Euronext Growth ou Euronext C, leur liquidité a fait x3, x5 ces derniers mois aussi. Et ça, c'est bien aussi le fait que ce soit des particuliers qui soient venus. Et alors, tu as dit un truc intéressant sur c'est en fait ça vraiment, tu vois, typiquement qui m'intrigue sur cette boîte qui est détenue à 90% par le fondateur, à 10% coté. En fait, tu te dis, mais tu vois, pour moi, le fait d'être coté, c'est un peu justement le truc où tout est public, où tu sais un peu tout ce qui se passe, où on est beaucoup chez Renault, je sais pas, bon, alors là, c'est des très grosses caps, mais dans une boîte comme ça, en fait, quand tu rentres, c'est quand même un peu une boîte noire, quoi, non ? Non, parce que tu as quand même une réglementation. Donc déjà, pour t'introduire en bourse, après je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même un montage. Et pour toutes les sociétés qui souhaitent lever déjà plus de 8 millions d'euros, tu as un prospectus, de la même manière que tu vas avoir un prospectus pour la Française des Jeux qui s'est introduite, qui était la grosse capille. Tu avais un document d'information dit un prospectus qui va raconter la vie de la société, son historique, l'aspect juridique, l'aspect comptable, où tu vas avoir les 3 dernières années des comptes, tu vas avoir toutes les informations sur les dirigeants, sur la gouvernance de l'entreprise, son business, sa stratégie. Ben ça, tu l'as aussi sur une petite boîte. Et donc, le process est exactement le même que la boîte face à 1 milliard ou 300. Si tu lèves plus de 8 millions d'euros, tu vas faire le même document et il va être validé par les autorités des marchés financiers. Et ça, l'AMF, elle met quand même bien 4 à 8 semaines pour étudier ce dossier-là, à faire des allers-retours, à présenter les risques. C'est toujours la partie qui prend le plus de temps, justement pour que les actionnaires individuels, quand ils aient l'information, ils puissent lire tous les risques liés à la société. Donc, c'est pas une boîte noire. Et derrière, la boîte, elle doit quand même publier ces informations. Alors, c'est là où il y a une différence entre Euronext Growth et le marché réglementé. Il y a moins de contraintes quand tu es sur Euronext Growth. Tes rapports, tu peux publier que tes comptes semestriels et annuels. T'es pas obligé de faire des rapports sur la gouvernance d'entreprise. Bon, t'as une réglementation assouplie. Mais t'as pas le droit de faire de délit d'initié, t'as pas le droit de dire aux gens je vais me faire racheter par telle chose, je suis en train de gagner tel contrat. Non, c'est exactement les mêmes règles. En plus, tu as des directives à but de marché, plein de réglementations qui sont venues, qui s'appliquent à tous les marchés et les règles boursières sont les mêmes après. Et tu as quand même une obligation de publication des comptes semestriels, annuels, qui fait que tu as toute l'information. Donc non, c'est pas une boîte noire. Hein. Et ça veut dire, par exemple, juste pour comprendre, si j'ai... parce que j'imagine qu'il y en a plein de sociétés, d'ailleurs, on n'est même pas vraiment au courant qu'elles sont cotées, et puis voilà, mais je sais que par un pote qui est le directeur des achats chez je sais pas qui, cette boîte va gagner un gros contrat. J'ai pas le droit d'acheter d'actions, du coup. Non, normalement non, et c'est toujours très compliqué ça à expliquer aux clients, parce que
c'est vrai que la société, tous les dirigeants sont un peu initiés, de fait, et pourtant parfois ils ont envie d'acheter des actions en bourse de leur propre société, surtout quand le cours a baissé, ou de vendre quand leur cours a fortement monté et qui jouent le jeu de la bourse. Et ils doivent toujours se poser la question, est-ce que je suis initié, pas initié, est-ce que je peux ou pas? Mais de fait, ils le sont toujours un peu. Ils le sont toujours un peu. Maintenant, il y a quand même, en fonction de la communication que tu fais au marché, c'est-à-dire que si la société, le dirigeant dit qu'il va faire X millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année, et qu'il est toujours en face pour les faire, que ça soit avec ce contrat ou un autre, mais que ça rentre dans cet objectif, le marché est aussi informé que lui qui va faire ce chiffre. Ce qu'il faut pas, c'est que tout d'un coup, il gagne un gros contrat et qu'il dépasse fortement cet objectif de chiffre d'affaires. Là, il aura une dissymétrie d'informations entre l'actionnaire individuel et lui, où il sait que cet objectif va être largement dépassé. Donc, c'est toujours un arbitrage. Il y a toujours des conseils juridiques pour faire le point un peu et qu'il n'y ait pas de bêtises de fait, parce que c'est des sujets sensibles où s'il y a une enquête un jour, ils peuvent être embêtés. Et c'est très compliqué pour le vivre là sur pas mal de clients. J'ai quelques clients effectivement qui, on va dire, profitent de la crise Covid parce qu'ils sont dans des secteurs de la santé ou autres, et donc ils bénéficient un peu de ce qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, la communication corporate qu'ils ont sur les réseaux sociaux, et on voit les actionnaires individuels suivent les sociétés aussi sur Twitter ou sur LinkedIn pour justement voir ce que publient les gens. Et donc il faut qu'il y ait un travail fait aussi en interne pour harmoniser un peu tout ça. Ouais, sachant qu'en l'occurrence, ce que tu publies sur Twitter, c'est public, mais tout le monde ne suit pas forcément Twitter, Exactement. donc tu peux aller poser plein de questions sur... Et donc si tu annonces un énorme contrat qui n'est pas prévu par le marché sur Twitter, surtout pendant la séance, si tu veux, la personne qui suit sur Twitter peut se dire tiens, c'est une bonne nouvelle et j'interviens tout de suite. Sauf que la règle, c'est que la société, si elle a une information confidentielle, elle doit le publier hors horaire de bourse, donc soit avant bourse, soit après, et de manière, on dit, effective et intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit s'assurer que tout le monde peut avoir l'information, c'est-à-dire mise en ligne sur son site, utiliser un diffuseur. Bon, après, c'est des techniques. Okay. Mais, donc voilà, et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, je le vois, c'est pas évident de contrôler les gens qui travaillent dans les sociétés. C'est une grosse contrainte pour l'entrepreneur, du coup, quand même, enfin, qui est derrière. Mais vous faites beaucoup d'intros, vous accompagnez des boîtes pour les introduire en bourse. C'est quoi alors c'est compliqué, mais le profil type? Pourquoi on va se mettre en bourse? Pour que moi, en tant qu'investisseur potentiel, je puisse me projeter un peu. Il y a plein de raisons, mais... Ouais, il y a plein de raisons, mais elles sont assez claires. La première, c'est de lever de l'argent. Souvent, il y a des sociétés, elles ont besoin de se développer, elles ont besoin d'acheter de nouvelles sociétés, de faire de la croissance externe ou financer son développement. Et donc, c'est une des voies, c'est de se dire, au lieu d'aller lever auprès d'un fonds de private equity, je vais aller plutôt lever en bourse. Parce que la grosse différence quand même entre le fonds de private equity et la bourse, c'est que le dirigeant, s'il est patron, et il est son propre patron, en bourse, il le reste. Il aura plein d'actionnaires, il n'y aura personne à son conseil d'administration qui va venir le voir. C'est très différent avec un fonds de private equity. Avec un fonds de private equity, il y a un lien, ils doivent avoir un pacte d'actionnaires. C'est très, il est moins libre, on va dire, le dirigeant. Donc c'est aussi une des voies, c'est-à-dire de garder sa liberté en allant chercher de l'argent extérieur. Deuxièmement, il peut y avoir des sujets de transmission de liquidité, c'est-à-dire que le dirigeant anticipe que dans les 3 à 5 ans, il aimerait bien avoir un peu de liquidité, donc il pourra l'avoir sur le marché. Il y a la valorisation, c'est-à-dire qu'à un moment en bourse, tu affiches une valorisation, et c'est vrai que quand tu fais des croissances externes, ça peut se faire par échange de titres, donc si tu as une valorisation qui est affichée, c'est parfois plus facile. Et notamment pour les PME, ETI et les boîtes, pour revenir sur Euronext Growth, c'est quand même un élément qui a beaucoup changé pour avoir le retour de mes clients, ça a été assez phénoménal, c'est la notoriété. Et ça, moi je me souviens d'une petite société Harvest qu'on a introduite, c'était la deuxième introduction depuis la création du marché. C'était en mai 2005, c'était un petit éditeur de logiciels, ça devait faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont eu un parcours phénoménal et ils travaillaient qu'avec des grandes banques, des institutions. Et c'est vrai que le jour où ils ont été cotés, ça
plus du tout été pareil. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire à leurs clients, nos comptes sont sur notre site, vous avez toute la documentation. C'était plus la petite société qui avait un capital, alors qu'ils travaillaient avec les plus grands noms. Donc ça rassure énormément les clients. Quand on a des clients des grands comptes, ça rassure énormément les clients de dire qu'on est coté. Et là, on dit simplement on est coté. On dit pas on est coté sur Euronext Growth ou c'est le retour de ce que me disaient mes clients. Ils disaient à partir du moment où on est coté, et d'autant plus pour les boîtes aussi qui travaillent à l'étranger. C'est-à-dire que pour leurs clients étrangers, ils disent on est listé sur un marché, ça ouvre beaucoup de portes. En fait, c'est des petits éléments de réassurance, voire gros d'ailleurs en l'occurrence ce que tu dis, mais comme nous, tu vois, on est juste un peu en deçà de 5 millions de chiffre d'affaires chez Cosa Vostra, et on va voir nos clients, on leur dit j'ai acheté mes bureaux, tu vois, on a des bases saines et solides, on est en croissance de chiffre d'affaires, on est rentable depuis toujours, etc. T'as besoin d'éléments. Important. Et là, si tu veux, tu vas sur le site et t'as toute la doc. Donc, les gens d'ailleurs n'y vont probablement pas. Certainement pas. Mais voilà. Mais ils le savent, quoi, en fait. Et c'est quand même un élément hyper important. Même dernièrement, on a introduit l'année dernière AgriPower, c'est une société dans la méthanisation agricole. Ça fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, une petite boîte rentable, en forte croissance. Bon, la semaine qui a suivi son intro, il a été contacté par des banquiers, par d'autres sociétés de son secteur. Tout d'un coup, sa notoriété a explosé parce qu'il a une couverture presse. Quand tu t'introduis, même si tu es une petite société, tu as une couverture presse. C'est pour ça que la boîte noire, en fait, toi, en tant qu'investisseur, si ça t'intéresse, je veux dire, il y a plein de gens qui parlent de ces sociétés-là. Et pendant une introduction en bourse, ces sociétés se font connaître avec de la pub, avec des plans médias assez importants. On en parle dans les médias financiers. Ils ont souvent des interviews sur BFM. Elles sont reprises. Il y a des articles de recommandations dans les journaux Investir, Le Revenu. Et c'est grâce à ça que l'actionnaire individuel, il arrive à s'informer de ses opérations, en fait. Alors où est-ce qu'on trouve ces infos? Tu parles d'AgriPower par exemple. Tu vois, je me dis là, quand je t'entends AgriPower, c'est un nom qui sonne bien, on est bien dans l'air du temps, etc. C'est rentable, ça fait 7 millions. Finalement, j'ai jamais entendu parler de cette boîte. Là, tu vois, comme ça, j'ai plutôt des signaux à me dire j'ai envie d'y aller. Mais où est-ce que je pense savoir plus? Comment je sais que ça va être introduit? Comment je peux rentrer avant? Pour te remettre, si on se met en novembre dernier, dès qu'on a eu en fait, donc on a levé sur cette société un peu moins de 8 millions d'euros. Et dès qu'on a eu l'accord de Euronext pour dire OK, vous pouvez y aller, tu vas placer le papier auprès de 2 types d'investisseurs. Donc auprès des investisseurs institutionnels, puisque c'est ces fameux fonds small cap qui ont pas mal de liquidités, et eux, c'est quand même eux qui font la plupart du placement. Et ensuite, tu veux justement attirer de l'actionnaire individuel pour avoir des échanges une fois que tu es coté et avoir de la liquidité. Et donc pour ça, tu mets en place un process. Donc déjà, tu as le site internet de la société, tu as toujours un site qui est dédié à l'investisseur institutionnel. Et donc sur le site, tu vas retrouver ce fameux document validé par les autorités où tu as l'historique et l'avis de la société. Tu vas retrouver des argumentaires d'investissement, des fiches pour expliquer ce que fait la société. Et ensuite, une fois qu'on a été coté, la société, on a travaillé avec l'agence de com pour que justement les médias boursiers puissent parler de sa société. Et donc, l'actionnaire individuel, c'est vrai il lit la presse, il lit Investir, il lit Boursier, il lit Le Revenu, il regarde BFM et autres. Et donc, pendant une semaine, il a entendu parler d'AgriPower. Et chacun est libre de sa reco. Alors, je t'avoue, quand on conseille une intro, on attend souvent le week-end pour savoir ce que recommandent ces journaux, parce que c'est un vrai signal sur la souscription ou pas des actionnaires individuels. Et il s'avère que dans ce cas présent, Investir avait notamment recommandé à l'achat. Il y avait eu les journaux étaient assez unanimes sur l'achat de la société au moment de l'IPO. Bon, on a eu une demande hyper forte pour un tout petit montant. On a eu plus de 7 millions d'euros levés, qui était le montant total de notre levée. Ce qui est très important comme montant. Et on n'a pu servir qu'1 million. Tu vois, il y a 7 côtés demandés, on n'a pu donner qu'1 million d'euros parce qu'il y avait une autre part qui était prise par les investisseurs. Donc du coup,
quand j'ai 7 millions qui sont souscrits, ou en tout cas demandés, et que tu peux en donner que un, moi, je vais avoir un septième de ce que j'ai demandé. Exactement, ouais. Tu donnes à peu près voilà, ça. tout le monde. T'as des règles techniquement. Premier dedans, non, premier servi. parce que tout le monde, t'as une période, et donc pendant, c'est dit la période de souscription, t'as le droit d'y souscrire pendant une date, c'est généralement 10 jours, tu vas auprès de ta banque, ton compte ou autre, tu peux y souscrire. Et ensuite, il y a une centralisation qui est faite par Euronext, et c'est Euronext qui va nous donner les résultats. Et on fait ensuite la répartition entre ce qu'on donne aux particuliers et ce qu'on donne aux investisseurs institutionnels. Et c'est derrière, c'est toute une machine pour faire une répartition auprès des actionnaires individuels. Et l'investisseur institutionnel, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quand il rentre là-dedans dans AgriPower, c'est pas pour revendre généralement après 2 jours. Non, mais j'ai envie de te dire la règle, non, parce que c'est vrai que souvent, c'est des gens moyen terme, mais après, c'est des gens opportunistes. C'est-à-dire que sur AgriPower, on a eu un phénomène. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'introduction en bourse quand on a fait cette opération, et on est tombé au même moment que la Française des Jeux. Et la Française des Jeux a attiré aussi des milliards de personnes. Oui. Bon, c'était vraiment un vrai succès comme opération. Et je pense qu'on a bénéficié de tous les actionnaires qui allaient sur Internet pour retrouver de l'info sur la Française des Jeux, qui forcément tombait aussi sur le fait qu'il y a AgriPower qui s'introduit. Donc, on a eu de l'attrait là-dessus. Et donc, ce qui fait que comme on a beaucoup réduit, tu vois, si tu demandais 1 000 €, tu avais peut-être que 100 €, derrière, les gens complètent leur ligne. Et donc, on a eu une envolée du titre. On l'a introduite à 6,70, on est monté à 14 en 10 jours ou 15 jours, si je ne me trompe pas. Bon, là, tu as des investisseurs qui sortent. Mais bon, heureusement. Alors, s'ils sortent avec beaucoup, s'ils sortent avec 1 million ou 2 millions, finalement, ils vont faire rebaisser directement. Oui, mais bon, ils savent ça. Et pour le coup, ils sont des professionnels, ils passent par des brokers professionnels, et ça se fait tranquillement pour pas peser sur le marché. Parce que c'est aussi ça, hein, finalement, le truc surprenant dans ce marché, c'est que tu peux avoir des effets pour quelqu'un qui va vendre, je sais pas, mais 200 000 € sur un marché qui traite très peu, et puis finalement, l'action va s'effondrer parce qu'il y a pas de marché en ce moment sur ce truc. T'as complètement raison. Alors, c'est vrai que les institutionnels qui ont ces grosses lignes, on dit qu'ils passent hors marché, en fait. Souvent, tu as un marché parallèle. Est-ce que tu vois sur, je sais pas si tu vas sur Boursorama, tu vois le nombre de titres échangés, voilà. Et tu vois le nombre de titres échangés. Je sais pas si je peux acheter du Euronext, j'ai jamais essayé, mais j'imagine que oui. Oui, j'imagine. Sur ces applis. Ouais. Et donc, l'institutionnel, lui, va passer par son broker pour dire « je vends un bloc de 1 million de cette valeur ». Et derrière, c'est le rôle du broker d'aller chercher la contrepartie. Et donc, ça se fait de manière parallèle, on dit hors marché. Donc, ça ne pèse pas sur le cours de bourse. Mais en 2008, dans des crises de marché très fortes, où en 2008, tout s'effondrait, ces institutionnels, ils n'arrivaient jamais à trouver de contrepartie. Si tu veux, personne n'était acheteur. Donc, à un moment, quand ils doivent sortir, ils se mettent sur le marché et il se passe ce qui se passe. Effectivement, dans ces cas-là, ça pèse fortement. Mais bon, c'est dans des périodes spécifiques de marché très baissier où tu n'as aucun acheteur en face. Oui, c'est ça. C'est que. Alors, je reviens là-dessus. Même quand tu as une potentielle grosse capi, je sais pas, il y a souvent plus de liquidité quand tu as une très grosse capi, mais en fait, si je sais pas, on va dire une boîte est valorisée 100 millions, il y a 10 millions qui est coté, que toi tu as, je veux dire, 100 000 € d'actions, et que tu les mets à vendre et que personne veut les acheter, et que tu les mets à vendre et que tu les mets à vendre, finalement l'action descend jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Donc en fait, pour un delta de 100 000 € sur une valo qui en vaut 100 millions, tu peux faire baisser le cours de manière hallucinante. Oui, complètement. Mais après, je connaîtrais pas beaucoup d'actionnaires individuels sur ton exemple qui auraient le 100 000. Ce sera plutôt un institutionnel, et là encore une fois, il passera plutôt hors marché, il trouvera une contrepartie qui rachète le bloc dans sa totalité à un prix donné, justement pour pas se mettre sur le marché. Il n'y a pas d'individuels qui font qui viennent avec 2-3 millions sur un peu riches. Ils peuvent le faire, si ça se fait, mais ça veut dire qu'ils sont déjà aussi plutôt ils sont semi-professionnels, c'est-à-dire que déjà ils ont une très bonne connaissance des marchés, et derrière s'il commence à vendre sur le marché, je veux dire, il perd lui-même, donc il n'a aucun intérêt à le faire. Les gens le comprennent, il faut vraiment que tu sois à la gorge ou que tu n'aies plus le choix pour vendre sur le marché et faire baisser ton titre de 40%. Mais oui, tu as cette notion de liquidité quand même qui intervient. Et
C'est quoi les gros, on va faire les gros fails et les gros wins sur ces, je sais pas, que tu aurais en tête. Il y a il y a des boîtes qui ferment tout simplement. Ah ouais, t'as eu des gros des fours. dépôts de bilan, ouais, bien sûr. T'as eu, je suis en train de réfléchir, mais après c'est des petites boîtes, mais oui, il y en a eu plusieurs, surtout après 2008. Après 2008, il y a eu quand même grosse casse, toutes ces boîtes qui faisaient 5 millions. Non, j'en pense une, ouais, c'est Oxatis par exemple. Bon, je la connais mal, hein, mais là c'est le dernier exemple qui me vient en tête. Elle était en redressement judiciaire et elle s'est introduite il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était plutôt récent. Donc effectivement, ça fait mal. Après, ils se sont introduits cher, ils se sont introduits. Il y avait beaucoup de fonds en capital qui devaient sortir, et puis bon, je pense qu'ils n'avaient pas levé assez par rapport à leur ambition. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je te demandais les raisons tout à l'heure et tu l'as évoqué en parallèle pour lesquelles on rentre en bourse. Hein. Tu l'as dit plus ou moins, mais pour être clair, il y a souvent par exemple dans les startups, tu as ce qu'on appelle des VC, un venture capitaliste qui va rentrer, qui va mettre 5-10 millions dans ta boîte, et généralement au bout de 5 ou 7 ans, il veut sortir. C'est leur thèse, enfin leur engagement auprès de leurs actionnaires, des actionnaires du fonds, et donc du coup ils doivent trouver des liquidités. Donc souvent ils peuvent éventuellement pousser aussi sur une intro pour vendre des blocs entiers. Alors j'avoue que les VC sont pas très fans de l'IPO, du ressenti qu'on en a. Ils préfèrent toujours revendre à d'autres fonds, parce que je pense aussi que les valos sont plutôt pas mal en ce moment. Bon, après c'est des modes, mais quand les valos sont bonnes dans notre côté, ils préfèrent toujours à revendre sur des VC. Et donc l'IPO arrive souvent, parfois pour les VC, on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu la vendre à un industriel, on n'a pas pu la vendre à un autre VC, donc l'autre solution, c'est la bourse. Et oui, dans ces cas-là, c'est une bonne, c'est comme ça que ça se fait. Est-ce que ça voudrait dire du coup que c'est un mauvais signe quand un... Eh ben non. Et c'est toujours un regret, mais c'est vrai quoi. C'est pour ça qu'on est toujours un peu peiné qu'ils pensent jamais à la bourse en premier, alors que ça a plein de vertus. Mais non, c'est pas force quoi. Ça peut, mais ça dépend de la qualité de la boîte. Mais ça dépend vraiment de la qualité de la boîte. C'est pas parce qu'un VC veut sortir que c'est forcément mauvais. Ça dépend de la qualité de la boîte. Moi, j'ai en tête une autre société que maintenant on accompagne, qui est BioUV Group. On n'a pas fait la IPO, mais dans la IPO, il y avait un fonds qui avait 30%, un autre qui avait 10%, un autre 7%. Et le dirigeant, il en avait encore 30-40%. Et je crois que ils n'ont pas réussi à sortir forcément, à trouver une sortie en non coté, ou en tout cas ça s'est pas fait. Donc ils ont mis l'option de la bourse. Et ça s'est super bien passé. Ils se sont introduits, ils ont levé des fonds. 1 an après, tous les fonds sont sortis. Et le cours on a plus 70% depuis son IPO. Donc ça dépend vraiment quand même. La base, c'est les fondamentaux de la boîte. Hein. Sur une belle société, une société qui délivre, tout se passe bien. Le problème parfois de ces fonds VC qu'on a eu dans les IPO, c'est qu'ils cherchent une valo forte. Et donc ça pousse le dirigeant à promettre des choses qu'il ne pourra malheureusement pas respecter, notamment au niveau des chiffres. Et ça, on a eu plein d'IPO comme ça depuis 2014 sur le marché. Pour aller chercher la plus forte valo à l'IPO, ils promettent du coup des objectifs de chiffre d'affaires, de rentabilité très très ambitieux. Et le problème, c'est que dès la première publication de la boîte, on voit qu'on est dans les choux et que le management ne pourra jamais respecter ses ambitions. C'est peut-être un peu en plus je pourrais dire le confort, on peut l'interpréter différemment, pour dire le mensonge aussi, ou de la culture startup, ce qu'on a dit, le fake it until you make it, c'est-à-dire vraiment on se met toujours des objectifs très très hauts pour aller chercher des trucs et finalement on y arrive, mais plus tard, et c'est pas très grave. Dès que t'es coté, dès que c'est public, les gens sont peut-être plus fébriles. Alors là, t'as une sanction immédiate. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on dit à vraiment un dirigeant au début quand on le cote, c'est vraiment la première année surtout, c'est la plus importante quoi. La première, et on dit qu'une intro elle est réussite pas. Alors oui, tu vas fêter le jour de ton intro quand tu vas sonner la cloche chez Euronext, t'es heureux, t'es fier et tout, parce que c'est un long travail, hein. Ça prend quand même bien 9 mois et c'est très intense pour le dirigeant, donc t'es vraiment déjà très soulagé au moment de l'intro. Mais une vraie réussite, elle se mesure à déjà 1 an et à 3 ans, hors contexte de marché particulier. Déjà à 1 an, si le dirigeant il a réussi à faire ce qu'il a dit, je veux dire, sa valo, elle va progresser parce que tu gagnes la confiance de tout le marché comme ça. Et tout le monde veut te suivre, te respecte parce que ce que tu as dit, tu le fais. Et il y a eu trop de cas depuis 2014 de sociétés qui ont dit beaucoup de choses, des sociétés notamment de nouvelles techno qui sont pas sur des business de récurrence, qui sont quand même des nouveaux business.
Et malheureusement, elles ont vendu des chiffres d'affaires à 1 an, 2 ans très ambitieux. Et dès la première publication, tu vois que ça sera inatteignable. Et donc, il dit, on va pas pouvoir. Tu perds vraiment moins 30% depuis l'IPO, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aussi, à un moment, sur les introductions en bourse, il y a eu malheureusement, de déconvenues sur ces petites boîtes depuis 2014. Et donc, pendant un moment, les actionnaires individuels ont arrêté de venir sur les introductions. Et les institutionnels aussi. Ils disaient, qu'elles s'introduisent et puis je verrai après. Je vais voir un peu ce qu'elle nous dit après et si elle respecte ce qu'elle nous dit. Et ça, on a un peu ce manque, entre guillemets, tu parles, c'est peut-être à cause des VC, parce que le Nasdaq reste toujours aux États-Unis le Graal, en fait. Et j'ai même l'impression que pour la plupart, je te parlais de Doctolib, tu te dis, pour eux, c'est un peu fuck Euronext, je vais sur le Nasdaq parce que c'est ça ou rien, entre guillemets. Alors, il y a toujours. Déjà, il y a plusieurs choses. C'est que la mentalité française, comparée à la mentalité américaine, c'est très différent. C'est-à-dire que l'IPO, ça reste un Graal aux États-Unis, ce qui ne l'est pas en France. En France, on a plutôt la culture quand même d'être plus caché, effectivement, de pas forcément tout dévoiler, parce qu'une fois que tu t'introduis en bourse, tu dévoiles beaucoup de choses, y compris la rémunération des dirigeants. Donc il faut aussi vouloir s'exposer. Et effectivement, c'est pas perçu comme une réussite forcément en France de s'introduire en bourse, ce qui est pas du tout le cas aux États-Unis. Et ensuite, tu as des différences de valorisation boursière sur un même business, quoi. Nous, on le voit chez des clients. Par exemple, des boîtes qui font de l'édition de logiciels, donc tu as une maintenance, tu as une récurrence de ton chiffre d'affaires, tu as une bonne rentabilité. Tes ratios de valorisation, tu vas être valorisé 5 ou 6 fois ton chiffre d'affaires aux États-Unis, et en France, tu vas te valoriser 1 à 3 fois. Et bon, c'est comme ça. C'est parce que le marché et les investisseurs aux États-Unis payent ces niveaux de valorisation, ce qu'on ne paye pas en France. Donc, c'est vrai que souvent, quand tu as des dirigeants qui viennent te voir et qui disent « Oui, mais moi, si je prends mon comparable, il est américain et sa valo, c'est ça. » Il a raison, mais c'est vrai que sur le marché français, le vit pas comme ça, il le voit pas comme ça. Donc, le Nasdaq, effectivement, entre la valo et puis l'excitation que peuvent avoir les investisseurs sur un marché américain, ça attire. Et c'est vrai que sur le Nasdaq, alors moi j'ai suivi beaucoup des grosses aventures de ces 15-20 dernières années, et c'est vrai que tu as l'impression que quasiment tout est monté dans les premiers jours, premières heures, etc., etc. Juste pour me calmer un petit peu, on est d'accord que sur une introduction en bourse, c'est pas du tout toujours le cas. Il y a quand même des moments où tu as une action qui est proposée à 20 et qui va finir à la journée à 15 ou 12. Ouais, quoi. Complètement. Ouais, non, complètement. Il faut faire attention, mais oui. Et puis, généralement, en fonction de la demande, quoi. C'est-à-dire que si la société est très demandée, elle va avoir tendance ce premier jour à monter. Et si, au contraire, ça passe, mais il n'y a pas non plus une surdemande, tu vas avoir tout de suite une pression baissière. Si je lis entre les lignes, finalement, Julia, je me dis que si j'y connais rien comme moi, là, je vais plutôt aller voir ces fonds dont tu as parlé tout à l'heure, dont le métier est vraiment d'aller plus... parce que eux vont vraiment se renseigner sur chaque boîte, sur chaque dirigeant, sur chaque... c'est exactement ça. Mais c'est pareil aussi pour les large caps. Parce que est-ce que toi, tu sais vraiment... Alors oui, tu vas connaître un peu mieux L'Oréal, LVMH ou autre, mais est-ce que tu es capable d'en faire l'analyse pour te dire c'est le bon moment ou pas d'y aller? Mais il y a un truc qui m'irrite aussi là-dedans, c'est que tu te dis, en fait, en faisant ça, tu lisses le truc. C'est-à-dire qu'un bon fonds, quand il fait 3%, 5% l'an, 8%, allez, soyons fous, 9%, c'est le bout du monde, tu vois. Alors qu'en fait, de temps en temps, quand tu vas acheter une action et que tu vas faire 70%, c'est possible. Oui, c'est possible. L'inverse raison. aussi. Après, voilà, l'inverse aussi. Donc après, ça dépend aussi du temps que toi, en tant qu'actionnaire individuel, tu as envie d'y passer. Parce que c'est quand même beaucoup de risques, c'est des marchés, il faut être initié, mais c'est pour ça que je te dis, même sur L'Oréal, est-ce que tu sais à quel moment c'est bien de rentrer ou pas? Je veux dire que ça soit sur le CAC ou sur une petite société. Bon, alors, sur une grosse société, tu vas te dire, tu as moins de risques de faillite. Ça reste un peu plus solide, tu as des dividendes.
beaucoup plus aussi. Donc, tu as une Il n'y a pas de notion de dividende rendement. pro Si, sur si. Ça dépend. Ça, vraiment, ça t'as de tout. Mais oui, c'est un argumentaire, en tout cas d'investissement, de dire on va verser du dividende. Il y a beaucoup de boîtes qui le font. Et donc, c'est aussi un argument. Mais pas forcément parce que c'est des boîtes qui réinvestissent aussi beaucoup dans leur croissance. Donc, bon, tu as tout profil. Mais je veux dire, sur les small caps, voilà, tu as plus de risques parce que c'est des structures un peu plus fragiles, donc tu auras peut-être un peu plus de risques de faillite ou de dégradation forte du business comparé à une large cap. Mais pour savoir à quel moment c'est le bon moment d'y aller, à quel cours et qu'est-ce que je vais gagner, bon, ça demande de l'investissement personnel. Ou alors de lire ce qui existe. Ce que je te disais, tu as des journaux de recommandation qui ont un impact très fort, parce qu'on le voit, nous, quand ils recommandent des valeurs à l'achat, et ben, le lundi matin, ta valeur elle va prendre plus 10 dans des volumes dingues, même sur des petites sociétés. Donc voilà, tu as des gens qui font des recommandations, des spécialistes qui font des recommandations pour les gens comme toi, qui ont un impact et qui vont t'aider dans ta prise de décision. C'est ce qu'on appelle les penny stocks aussi dans d'autres pays, les toutes petites boîtes. C'est moins d'€1. Moins d'€1. Ouais. Alors, à la IPO, t'en as jamais. C'est généralement les penny stocks, il y a eu quelques déconvenues dans la vie boursière de la société. Et il y en a qui remontent très fort, oui. Enfin, le principe, c'est que ça, c'est souvent très volatile. C'est très, très volatile. Alors là, la liquidité, c'est phénoménal. D'accord. Sur des boîtes avec des toutes petites valos, capitalisation boursière, c'est c'est des milliards. Hein. C'est très impressionnant. Et ça, on en trouve en France aussi. Ah oui, t'en as plein. Tu peux, je sais pas, je pense que t'en as une cinquantaine, soixantaine. D'accord. Et comment je les trouve, pareil, celles-là, alors alors après, il y a des bases de données qui existent sur Euronext. Je veux dire, tu peux avoir la liste de toutes les sociétés et tu regardes effectivement la valeur de ces sociétés. Ok. Et alors, tu me disais sur Euronext Growth, il y a combien de boîtes Françaises, on a un peu plus de 200. D'accord. Ouais, un peu plus de 200. Et le marché, il a été... an Les intros par an, c'est très variable. Tu vois, cette année, avec la crise, on en a eu 2 mais tu as eu 3 intros sur le marché. Tu en as eu 2 sur Euronext Growth et une sur Euronext B. D'accord. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on a eu quand même... c'est pas des années avec des vingtaines d'introductions en bourse, on en a plutôt des dizaines. Et sur les dizaines d'intros, je te dirais que les 2/3 ou les 3/4 se font sur Euronext Growth et tu as quelques gros sur Euronext. Ça se veut un peu le Nasdaq français, en fait, Euronext Growth. Enfin, c'est l'idée. Oui, c'est un peu moins de dimension que ça. C'est l'idée, mais je dirais quand même avec la pratique, t'as pas forcément la dimension que techno que tu as dans l'image du Nasdaq, je dirais. T'as quand même tout profil, t'as beaucoup de c'est pour les sociétés techno, les sociétés de croissance, mais je veux dire t'as tout secteur, t'as des industriels, t'as des sociétés familiales, donc je dirais qu'il y a cette dimension un peu moins techno. Est-ce que je peux avoir Enfin, je peux toujours, tu vois, mais est-ce que tu me dirais que c'est une mauvaise idée Tu vois, je prends tout à l'heure, alors je l'ai noté, AgriPower. AgriPower. Ouais. Je prends AgriPower. Je me dis, hors contexte FDJ que tu expliqué tout à l'heure, je me dis, tiens, smart comme business, bon marché, boîte porteuse, je vais lire le dirigeant à droite à gauche, l'écouter sur telle ou telle chose, etc. En fait, je peux aussi me dire, tu vois, alors peut-être en plus d'investir dans des fonds, tiens, là-dedans, je vais mettre 5 000 selon mes moyens, 15 000, puis je vais me poser dessus, je vais attendre 2-3 ans parce qu'en fait, je crois vraiment en cette boîte. C'est aussi une autre option. C'est ce que font beaucoup de gens. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit, nous, sur les dossiers small cap, de boîtes cotées, tu sais, en fait, parce que notre métier, c'est aussi d'accompagner une fois qu'elles sont cotées, et les sociétés, elles ont la possibilité d'avoir le listing de A à Z de leur actionnariat. Tu fais une demande, tu as un process qui te permet de savoir exactement, nom par nom, de manière individualisée, qui est ton actionnaire. Donc, tu vas avoir au début des fonds, bon, évidemment, tu vas avoir les sociétés de gestion, les fonds, puis après, tu vas avoir une liste d'actionnaires individuels. Et ça, je veux dire, sur nos clients qui font comme AgriPower ou sur d'autres sociétés, tu en as des milliers. Sur AgriPower, je crois qu'on a eu plus de 2000 actionnaires individuels au moment de l'intro. Donc ça, c'est des gens comme toi qui ont mis des tickets entre 1000... Et le ticket moyen, c'est 1 500 €, je crois, à la production en bourse. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui le font. Il faut juste avoir... soit tu as une démarche d'être très proactif et que ça t'intéresse et que tu suis, parce que ça demande un suivi aussi. C'est important de voir quand la boîte, elle publie et autres.
Et dans ces cas-là, tu y vas tout seul. Soit, bon, tu as envie de déléguer, tu as envie de jouer de cette classe d'actifs, c'est-à-dire les sociétés small cap, en te disant, oui, mais c'est des boîtes qui ont du fort potentiel, qui a de la croissance, c'est le bon moment d'y aller. Les niveaux de valo sont pas trop élevés. Et là, tu vas plutôt aller vers les fonds. Parce qu'en effet, c'est aussi un moyen d'investir dans, entre guillemets, pour certaines, en tout cas celle-ci, et peut-être, si c'était peut-être plus, en vogue, c'est un moyen comme ça d'investir dans des startups qui est pas vraiment ouvert aux individuels, en fait. C'est ça aussi. C'est ouvert par différents. Après, normalement, quand même, c'est pas le marché, c'est pas des startups. Tu vois, on parle quand même même si c'est un critère qui est pas forcément respecté, tu vas trouver des sociétés qui font 2-3 millions d'euros. Souvent, c'est quand même le niveau où on est après. On est juste après la phase de VC, justement, et la phase de démarrage où tu fais déjà ton chiffre d'affaires, tu es déjà en train de prouver que ton modèle fonctionne et va être rentable. C'est un peu différent. Et les exits possibles, donc c'est revendre, comme on l'a dit, mais il y a aussi des rachats de boîtes, du coup. Et en fait, c'est pour ça que je te dis que le marché est assez intéressant. C'est que, alors en plus, ça s'est accentué ces dernières années où tu avais une différence t'as beaucoup d'argent dans de mon côté actuellement, dans le private equity. Et donc, et le private equity a beaucoup de liquidités et a été chercher beaucoup de boîtes côté où la valo, justement, les valorisations boursières étaient plutôt attractives. Et oui, t'as beaucoup de rachats. Moi, si tu penses déjà, je te parlais d'Harvest, mais la première introduction en bourse sur Euronext Growth, c'était Meilleur-Taux, donc une boîte connue. Meilleur-Taux, elle s'est introduite, c'était la toute première société à s'introduire au moment de la création du marché en mai 2005. 2 ans après, elle a été rachetée par les caisses d'épargne. Puis après, il y a eu plein d'opérations sur cette société. La deuxième, c'est Harvest. Je t'ai cité, elle s'est introduite aussi en mai 2015. Elle faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, rachetée par des fonds de private equity de Five Arrows, de Rothschild, qui s'appellent Five Arrows. Et bon, ça, t'en as plein des sociétés qui sont rachetées, soit par des fonds, soit par des industriels. Il y a vraiment beaucoup d'opérations, donc c'est une sortie possible. Si je sais pas, je vais peut-être te coller là-dessus. Excuse-moi, Julia, je crois pas, mais si sur les 5 dernières années, j'achète les 200 boîtes, les plus de 200 boîtes, et que je mets 1 000 euros dans chacune, il s'est passé quoi? Je gagne, je perds, tu sais pas? Je te dirais que t'as un indice en fait, qui s'appelle l'indice Euronext Growth. Okay. Après, il est pas évident l'indice parce que t'es aussi pondéré par certaines boîtes qui font des très grosses capis. Par exemple, la plus grosse boîte de Euronext Growth, ça s'appelle Solution 30. Elle fait plus d'1 milliard. Et forcément, elle a une pondération beaucoup plus forte dans l'indice. Et comme c'est une boîte qui a cartonné, parfois, tu peux avoir une progression. Mais si t'as mis que 1 000 euros dans celle-là et 1 000 euros dans toutes les autres, exactement. Je dirais que l'indice, ça reflète quand même une tendance, mais la pondération fait que le poids de certaines boîtes joue de manière plus forte. Maintenant, je te dirais que si tu avais investi ces 2 dernières années, les sociétés, les small cap dont Euronext Growth ont souffert en fait. Depuis, il y a eu un retournement. On a eu une période de très fort surperformance entre 2016, 17, 18. Et si je me trompe pas, c'est en milieu d'année 2019. Elles ont décroché par rapport au large. Donc, tu avais de la surperformance si tu investissais chez elles par rapport à du CAC 40, mais d'au moins 10-15 points. C'est pour ça que ces fonds small cap ont beaucoup collecté, parce que elles surperformaient beaucoup d'indices. Mais par contre, à l'inverse, depuis juillet 2019, on a une sous-performance des small cap par rapport au large. Donc, voilà. Et là, cette année, c'est assez équilibré. Et c'est marrant parce que Solution 30, t'en parles comme ça, et moi qui ne suis pas amateur de tout ça, j'en ai jamais entendu parler. Fou, et pourtant, ça fait plus d'1 milliard. Et tu vois, plus d'1 milliard, et là, elle annonce qu'elle va se transférer sur le marché réglementé. Donc, voilà, elle va vers une autre dimension encore. D'accord. Donc là, en A, c'est ça, en Euronext A. Oui, je pense. A priori, a priori. Passionnant. Écoute, je crois que j'ai quand même pas mal d'infos pour y aller, pas y aller, en tout cas faire mes choix. Faut que je trouve. Alors t'as cité quelques fonds, mais bon, ça j'imagine pareil. Mais tu sais, les sociétés de gestion sur les fonds small cap, dans toute la presse que tu peux lire, ils font la catégorie small mid cap, donc tu peux trouver effectivement. Et c'est des gens qui publient leur reporting. Donc ça, c'est assez intéressant aussi ces fonds. Bon, si tu vas t'intéresser à Financière Arbevel
Bevel. Je mettrai les liens, oui. D'accord. Ouais, Financière Arbevel, par exemple, ça avait été racheté par Sébastien Lalvé et son associé en 2008. Et depuis, ça a super progressé. Tous les mois, mais ça, tout le monde le fait. Il publie son reporting. Donc, tu vas voir ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vendu, quelles sont les contributions positives, quelles sont les contributions négatives au fond. Donc, si tu as envie de faire ce métier-là d'investisseur, c'est aussi un bon indicateur de voir ce que font les fonds. Oui. Donc, c'est aussi une source d'information que les gens ne pensent pas forcément, mais qui peut être intéressant pour décider. Ça te permet de voir si des professionnels vont dans le même sens que toi. Voilà, exactement. Ok. Et ça, c'est assez intéressant. Top. Écoute, je crois que j'en ai pas mal. Où est-ce qu'on peut te suivre déjà, Julia, sur LinkedIn peut-être, ou t'ajouter Oui, ou à nous, droite à gauche, effectivement, on publie beaucoup de choses, nous, chez nous, par notre équipe de recherche. Et c'est vrai que comparé aux autres professionnels de notre métier, nous, c'est accessible, notre recherche, elle est accessible aux particuliers. Donc déjà, par exemple, tu parlais d'AgriPower, ou alors pas encore, mais sur tous nos clients, tu peux aller sur notre site elcorp.com et vous allez avoir les analyses financières de toutes les boîtes qu'on suit. Donc sur cette petite société avec les commentaires sur leur publi et l'objectif par mail, de cours. Je peux m'abonner quelque part Oui, tu peux t'abonner aussi sur notre site. Donc on a une newsletter 3 fois par semaine qui va parler que de cet environnement small mid cap. Ah oui. Donc tu auras l'actualité des small, tu auras des recommandations des gérants qui vont te spotter et te donner une pépite par semaine de ce qu'ils pensent, et tu auras aussi la pépite de nos analystes. Donc ça, c'est vraiment pas mal de contenu sur les small mid cap. Vous êtes aussi bon que Marc Fiorentino, parce que qui est aussi ton associé en newsletter. Il nous inspire en tout cas. Il nous inspire clairement. Donc effectivement, ces newsletters, on en a fait, on en a 3 par semaine, et ensuite on publie ces mêmes contenus sur LinkedIn ou Twitter, voilà. Mais sur notre site, en tout cas, vous pouvez vous abonner gratuitement et vous recevrez les newsletters sur les sujets. Bon, très bien. Ça, on va sur elcorp.com. Je mettrai le lien aussi. Ouais, tout à fait. Très bien. Puis toi, on te trouve sur Julia Bridger, j'imagine, sur LinkedIn. Si on veut te suivre, je sais pas si tu publies toi, mais bon. De toute façon, je relike nos publications de Roland. C'est déjà ça. Julia, c'est quoi ta martingale à toi? Écoute, je pense que c'est toujours pareil, le dicton, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, c'est-à-dire que comme je connais bien notre univers, ça donne toujours envie d'y investir. Après, on a plein de contraintes, évidemment, où on peut pas le faire pour des questions parce qu'on est initié permanent, donc on peut pas le faire. Et du coup, un peu du mal à aller sur le domaine. Donc, les marchés financiers, je t'avoue, assez peu actifs, plus professionnels que personnels. Et ensuite, je dirais que ces dernières années, ça a pu être effectivement, tu parlais d'immobilier avant qu'on commence, mais ça a été plutôt un peu l'immobilier. D'accord. Voilà. En Ile-de-France et ouais. Très bien. Tout à fait. J'ai des super épisodes sur l'immobilier que je te recommande. D'accord. Je te les enverrai. Bivouac, notamment, il y a 1 an, sur où faire les meilleurs coups immobiliers. Avec plaisir. On apprend plein de choses, comme aujourd'hui. Écoute, je te remercie. Donc, Julia Bridger, Euroland Corporate. Et puis, je sais, j'ai quand même compris beaucoup de choses. Ça m'a rappelé un peu des souvenirs d'école de commerce, etc. Ouais. Mais comme tout ça a changé aussi pas mal, ça bouge. Ça bouge. Du coup, il faut quand même comprendre. Donc, c'était top. Je te remercie. Ok, avec plaisir. À bientôt. Au revoir. À vous tous, si vous écoutez la martingale assez souvent, n'hésitez pas à le partager, ce podcast, parce que beaucoup de gens me disent qu'ils apprennent beaucoup, et voilà, comme moi, j'apprends beaucoup, donc je suis ravi. Et puis à le liker à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et des bons commentaires pour remonter dans les classements. Voilà, le partager sur LinkedIn, sur Twitter, où vous voulez, à me mentionner, comme ça je le repartagerai. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, la semaine prochaine normalement, sur La Martingale. À plus. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production.
Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.